je l'ai invité un jour. Et tout a démarré. Ils forment des duos incroyables. Je suis greffé d'un rein qu'elle m'a donné. C'est un moment important dans la vie de se dire j'ai la capacité de donner une deuxième fois la vie. On a beaucoup échangé sur Skype jusqu'au jour où on en a eu marre du virtuel et c'était le début de notre amour, on ne s'est plus jamais quitté. Qu'est-ce que vous triturez là dans la main? C'est notre lien justement. On le met dans l'autre main, mais comme ça. Ah ouais. Encore comme ça. Il m'a légué son lien, il m'a dit c'est pour toi. C'est notre bague de mariage. Il est tout abîmé ce lien. Bah ouais, vous avez vu? Il a divorcé avec ses autres guides et il m'a pris. Depuis qu'ils ont trouvé leur ange gardien, leur vie a une toute autre saveur. En me rencontrant, il a de nouveau eu ce désir d'enfant, donc je suis très heureuse parce que c'est aussi mon désir. Ce qui lui est arrivé de plus beau, c'est d'avoir un petit garçon il y a 3 ans. Elle lui a donné une force de vie qui est absolument hors du commun et extraordinaire. Moi, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que je vis avec la mort tous les jours. Et je suis encore vivant. Et peu importe qu'on vive 10 ans, 100 ans, l'important, c'est ce qu'on a vécu. La vie, c'est ce qu'on en fait. C'est pas ce que les autres en font. Bonjour à tous et merci de votre confiance sur le plateau de Toute une histoire. Il n'est pas rare que le parcours et le courage de nos invités sonnent comme une véritable leçon de vie et c'est encore le cas de cet après-midi. Bonjour Marcel. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Marcel, vous avez 60 ans et vous êtes atteint d'amyotrophie spinale, une maladie congénitale d'origine génétique et évolutive qui vous handicape lourdement. À quel moment la maladie s'est-elle déclarée? Quasiment à la naissance. C'est-à-dire que j'avais 8 mois et on a remarqué que je ne bougeais plus les jambes. Donc je n'ai jamais marché. J'ai été scolarisé à l'école du village, heureusement. C'était une chance énorme à l'époque. Et puis le handicap, malheureusement, a trop évolué. Il n'y avait pas d'informatique à l'époque. Donc j'ai quitté l'école à l'âge de 14 ans. Et puis, à 19 ans, je me suis retrouvé en réanimation et dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. C'est là que ma vie a commencé. Ah bon? C'est vraiment à 19 ans, j'ai passé 8 jours dans le coma. Et j'ai vraiment ressuscité dans le sens où j'ai décidé de mener la vie que je voulais. Et pas celle qu'on me prédisait. Parce que sinon je serais mort depuis longtemps. Alors c'est vous qui avez souhaité participer à notre émission. Comme chacun de nos invités, vous êtes venu nous présenter la personne la plus importante de votre vie, celle avec laquelle vous formez un tandem extraordinaire depuis plusieurs années. De qui s'agit-il? C'est Jill. C'est ma femme, c'est mon ange gardien. C'est celle qui me stimule. Elle me pousse actuellement à avoir des projets plein à la tête. Alors elle nous rejoindra. Elle nous rejoindra dans quelques minutes. Mais d'abord, nous allons saluer Trésor. Bonjour Trésor. Bonjour à tous. Grand champion d'athlétisme, Trésor. Merci d'avoir mis votre entraînement entre parenthèses cet après-midi. Vous êtes malvoyant, mais votre handicap ne vous a pas empêché donc de devenir champion d'athlétisme
puisque vous avez été 4 fois médaillé aux Jeux paralympiques d'Athènes et de Pékin, et plus récemment à Londres. Exactement. Ouais. C'est vrai que voilà, c'est parce qu'on a un handicap qu'on n'arrive pas à réaliser ses rêves. Et Quelle est votre spécialité en athlétisme? Moi, c'est le 200 et les 400 mètres, et ça se passe bien pour l'instant. Alors, vous êtes malvoyant, qu'est-ce que vous voyez? Déjà, ici, il y a beaucoup de lumière, donc je vois la lumière. Ici, il y a beaucoup de lumière, donc je vois la lumière. Sinon, je vois les ombres, et spécialement ça, spécialement les ombres et la Moi, lumière. vous ne me voyez pas là. Non. Avant de faire plus ample connaissance avec vous, on avait envie de revoir ces images de vos victoires aux derniers Jeux Olympiques. 80 000 spectateurs présents pour assister entre autres à la finale du 400 mètres catégorie déficients visuels et Trésor Makunda avec son guide Antoine Laineri. 40e médaille aux Jeux paralympiques de Londres, médaille de bronze pour Trésor Gauthier Makunda aux 400 mètres dans la catégorie non-voyant, accompagné de son guide. Super content parce que tellement d'événements autour de cette préparation paralympique que vraiment une médaille de bronze, c'était presque inespéré. Et vous avez raison de vous applaudir. Hein. À qui avez-vous eu envie de rendre hommage aujourd'hui sur notre plateau? Sur ce plateau, c'est vrai que j'ai envie de rendre hommage à un de mes guides qui est là aujourd'hui, parce que j'en ai deux, mais j'en ai ramené qu'un aujourd'hui. Alors, on en a vu un sur les images là, des derniers JO. C'est pas celui-là. Hein, non, c'est pas celui-là, mais il est autant talentueux. C'est Salah Guedi qui est là parmi nous, j'espère. Qui va nous rejoindre Donc, dans voilà. un instant. Exactement. Mais d'abord, nous allons saluer Sonia. Bonjour. Sonia, qui teniez-vous à nous présenter aujourd'hui? Je vais vous présenter ma mère aujourd'hui, à qui je dois une nouvelle naissance, puisque je suis greffée d'un rein qu'elle m'a donné. Alors, vos 3 anges gardiens ont tout entendu, ils sont derrière les portes. Je propose de les accueillir sans plus attendre. Gilles, bonjour, asseyez-vous. Bonjour, là. Attention en marche. Hop. Alors, je vais commencer avec Gilles. Vous avez dit oui à Marcel, Gilles, le 14 février dernier. Félicitations, tous nos vœux de bonheur. Et c'est sur Internet donc, que vous l'avez rencontré. C'était en novembre 2012. Quel souvenir vous gardez de vos premiers échanges? Avec Marcel, donc on s'est rencontrés par mail interposé dans un premier temps. Et la première fois qu'il m'a écrit, en fait, je le connaissais déjà de réputation par Internet. Et j'ai été très... Vous êtes une star sur Internet? Oui. Hein? J'avais déjà vu toutes ses vidéos sur YouTube, lu un de ses livres. Et quand il m'a écrit la première fois, c'était ma réaction, comme une groupie. Marcel Nuss m'écrit. Et donc on a continué à échanger. On aurait pu arrêter un simple échange de mails et on a continué cet échange. Ensuite, on a beaucoup échangé sur Skype. J'avais l'impression qu'on était comme des ados. Est-ce qu'il est connecté? Tu te connectes à quelle heure? Tu rentres à quelle heure? Etc. Jusqu'au jour où on en a eu marre du virtuel. Et j'habitais à l'époque en Isère et j'ai fait 600 km pour aller le rejoindre un week-end. Dans un premier temps, je me suis dit, bon, un week-end entier, c'est vrai, on communique bien, c'est sympa, mais ça va peut-être être un peu long. Et ça a été terriblement court, au fait. Et dès qu'on s'est rencontrés, je lui ai tout de suite pris la main. C'était une rencontre en tout bien, tout honneur, à la base. Et j'ai désiré dormir près de lui, parce qu'il y avait déjà des sentiments qui étaient nés sur Internet. Donc, dès la première nuit? Dès le premier soir. Dès la première nuit, on a dormi près l'un de l'autre. Mais dès cette première rencontre, en fait, c'était le début de notre amour, on ne s'est plus jamais quittés. Qu'est-ce qui vous a séduite chez lui? Son regard, bien sûr, sa capacité d'écoute, son profond respect.
son humour, sa tolérance. Enfin... Donc ça a été comme une évidence entre vous. Oui. Vous êtes devenu un couple rapidement, j'imagine. Oui, très rapidement. Donc on s'est rencontrés en chair et en os en décembre 2012 et j'ai emménagé avec Marcel en janvier 2013. En gros, vous ne nous êtes pas quittés. Voilà. Le temps d'aller chercher Le vos temps affaires. de faire un déménagement, voilà. Quel séducteur, ce Marcel. C'est ce qu'on dit, je fais rien pour. Je fais rien. Ah si, contre non manifestement, vous l'avez séduite dans vos plus. échanges. Oui, mais je pense. Il est séducteur? Oui. Hein? Oui, oui. Il a de l'humour? Oui, beaucoup d'humour. Et c'est un écrivain, rappelons-le, donc forcément, il a le verbe facile et le poème facile. Il m'a envoyé de très nombreux poèmes. Et vous êtes sensible aux mots? Oui. Comment ont réagi vos proches quand vous leur avez fait part de votre liaison? Au début, plutôt mal, notamment à cause de la différence d'âge. Pas forcément le handicap, forcément ça n'aidait pas non plus, mais la différence d'âge a vraiment bloqué. Parce que vous aviez combien d'années d'écart tous les deux? On a 30 ans d'écart. Alors on va remonter quelques années en arrière pour évoquer vos premiers émois amoureux. Vous nous disiez tout à l'heure que votre vie avait commencé à la sortie du coma, alors que vous aviez 19 ans. Là, vous avez décidé de ne plus subir votre handicap, c'est un peu ça? C'est ça, j'ai refusé la fatalité qu'on prédisait. C'est-à-dire que moi, j'étais censé mourir à 20 ans. J'en ai 60. J'étais censé être un pauvre et un gentil handicapé. Ce que j'ai refusé, j'étais censé ne jamais rencontrer l'amour parce que... mais quelle femme voudrait de toi? Qui vous disait, j'étais censé, qui vous disait ça? Vous le compreniez à travers la réflexion, à travers des regards? On le disait clairement. Qui vous disait clairement? Mais ma famille, les médecins, parce que ils disaient ça dans le but de me préserver. Alors on va revenir à vos émois amoureux, parce que justement c'est en sortant de ce coma, lors de ce séjour à l'hôpital, que vous êtes tombé amoureux d'une infirmière? C'est ça. En fait, à l'époque, une fois que je suis sorti du coma, on m'a laissé le choix. On m'a dit où tu restes à l'hôpital dans le service. Parce que, vu ta pathologie, on n'a rien à te proposer ou tu retournes chez tes parents. Donc, j'ai décidé de rester dans un service de réanimation. Et puis, j'ai eu raison, puisque 3 ans plus tard, j'ai rencontré l'amour. L'infirmière qui a débarqué, qui venait d'avoir son diplôme, et voilà, on est tombé amoureux, en fait, en discutant. Toujours les mots, toujours la parole. Chez moi, tout passe par les mots et par le regard. Donc, voilà, et très vite, on s'est mariés. On a essayé de nous empêcher de nous marier. On a essayé de m'empêcher de quitter l'hôpital parce que on était considérés comme irresponsables. Voilà, on n'a pas cédé. On a vécu 23 ans ensemble. On a eu 2 enfants qui ont 33 et 30 ans aujourd'hui. Qui sont magnifiques, qui sont autonomes. Voilà, donc c'est une histoire d'amour. Là aussi exceptionnelle dans la mesure où à l'époque, elle a tout assumé toute seule. On n'avait pas d'auxiliaire de vie, ça n'existait pas. Il n'y avait pas. Donc, elle avait toutes ses casquettes et ça... c'est pas facile à gérer. 365 jours par an. Pas facile à gérer, je vous poserai la question tout à l'heure, mais j'imagine que
c'est difficile de rester compagne et de ne pas jouer le rôle de l'infirmière, quoi. Il faut trouver la bonne place. Oui, il faut vraiment faire attention. Ouais. Alors, on va saluer Aurélie Lejoncourt-Dubois, notre psychologue. On parlait, c'est Zweig qui a écrit sur la confusion des sentiments. Vous parlez de la confusion des rôles. Hein, c'est un joli terme. C'est vrai qu'il faut faut veiller à ça. C'est la chose sur laquelle il faut être le plus vigilant. Voilà, de façon à ne pas perdre la pureté que vous avez réussi à trouver et qui est si rare dans vos émotions et dans la rencontre que vous avez l'un avec l'autre. Qu'est-ce qui les a soudés, selon vous, dès la première rencontre? On parlait des mots. Je crois que... Du respect, de l'écoute. Voilà, c'est ça. C'est des valeurs communes, de la tolérance. Le fait de pouvoir être effectivement à l'écoute de qui est vraiment l'autre, au-delà de toute apparence, au-delà de tout handicap, au-delà de toute question de complication. Vous savez, il y a un philosophe qui disait être dans le passé, c'est être dans la dépression, être dans le futur, c'est être dans l'angoisse, être dans le présent, c'est être vivant. Et bien, quand on réussit à la rencontre de quelqu'un, comme vous avez pu le faire, on est dans son présent et dans cet échange-là, et c'est là qu'on est vivant et heureux. Nous sommes obligés d'être dans le présent parce Tout à fait. Quand on a 60 ans et que sa femme en a 30, si on ne vit pas dans le présent, on va angoisser sur le futur. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font, c'est ce que font les gens de notre entourage. Et si tu meurs, et si c'est ça. Ta femme se retrouve seule, oui, mais et si avec des si C'est ça. Et si, qu'est-ce qui se serait passé si, et comment on va faire quand? Voilà. Vous vivez ce que vous avez à vivre et c'est ça qui est beau. Oui, tout à fait. Trésor, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous pensez du couple que forment Marcel et Jill? Ça fait plaisir, ça montre que c'est vraiment une belle histoire et ça montre que le handicap n'est pas une barrière au bonheur et surtout que l'amour n'a pas de barrière, n'a pas de limite. Donc c'est vrai que c'est une super belle histoire. Vous en êtes où, vous, dans votre vie sentimentale? Ah, moi, je suis heureux. Je suis heureux. J'ai eu une très, très belle femme, super gentille. Et donc, non, je suis heureux. Et en plus, bientôt papa, donc je suis extrêmement heureux. Vous savez qu'elle est belle? Au toucher? Vous savez, déjà au toucher. Dieu l'a gâté, on va dire. Et aussi parce que ces choses-là, ça se ressent aussi. Ça se ressent, la beauté d'une femme, ça se ressent. Tout homme, même les yeux fermés, peut savoir si sa femme elle est belle, si une femme est belle. Mais tout ça, c'est des choses qui se ressentent. Et moi, j'ai su le ressentir la première fois que je l'ai rencontré. Donc, Alors, vous êtes né en 1983 à Kinshasa, la capitale de l'actuelle République démocratique du Congo. Vous aviez 3 ans lorsque votre vue a commencé à décliner. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti exactement? Donc en fait, comme je raconte souvent, c'est que voilà, à l'âge de 3 ans, j'étais un garçon qui aimait s'amuser, qui aimait jouer. Et souvent, je me cognais à droite et à gauche. Il y avait un truc, c'était pour moi. Et à partir de là, on s'est dit, mais ils se sont dit, il y a un souci. Il doit être peut-être aveugle ou malvoyant. Et donc, mon père étant médecin, donc a voulu me soigner. En fait, donc il m'a soigné avec les méthodes de là-bas, avec ce qu'il avait là-bas, ce qu'ils avaient. Et donc, en fait, ça s'est pas amélioré. Et même, c'était même empiré. Et en fait, ma mère et ses sœurs ont pris la décision donc qu'on vienne ici en France avec mon frère. Donc ma mère, mon frère et moi, on est venus en France. Et pour voir les plus grands spécialistes de la vision. Et à partir de là, on a tout fait, on m'a opéré. Et en fait, on s'est rendu compte en fait, que la rétine avait été touchée par les différents médicaments qu'ils avaient mis dans mes yeux au Congo. Et donc, à partir de là, c'était fini, quoi. Et comment vous le viviez, vous, ça? Étant petit et surtout n'ayant pas eu la vue normale, je le vivais quand même bien parce que j'étais aussi bien encadré. J'avais une famille qui
m'encadrait bien et qui mettait de côté le handicap. Donc c'est-à-dire tout était fait pour que je me sente comme une personne normale, comme je suis aujourd'hui, une personne normale. Et rien d'une personne purement handicapée et qui ne pouvait pas, faire les choses dans le sens où ma mère faisait tout pour que je sois à l'égal de mon frère dans tout ce que je faisais. Vous alliez à l'école ? Oui, j'allais à l'école. J'ai commencé à apprendre le braille. Bon, j'avoue que quand j'ai commencé à apprendre le braille, c'est la première fois en fait que je me suis senti handicapé parce que je me suis dit mais en fait oui, je suis plus avec les gens avec qui j'étais auparavant, c'est-à-dire mon frère, mes amis, mes camarades, parce qu'eux ils allaient dans les écoles standards et moi j'étais dans une école spécialisée. Et à partir de là, je me suis dit, il y a un problème, c'est que je suis vraiment différent. Mais c'est vrai que ma mère, elle a toujours fait, malgré qu'il y ait cette petite, on va dire, différence, elle a tout fait pour lisser les choses pour que je reste un enfant normal. À partir de quel âge vous avez été passionné par l'athlétisme ? Très très tôt, hein. Vers déjà à l'âge de 10 ans, je commençais déjà à dire à ma maman, moi j'ai envie d'être un grand champion d'athlétisme, comme les Carl Lewis, parce que je sais que j'ai une possibilité de faire quelque chose là-dedans. Elle me disait oui, mais tu veux faire ça? Ok, mais donne-toi les moyens de pouvoir les faire. Jamais elle m'a dit non, tu pourras pas parce que tu es handicapé mon fils, tu vois pas, qu'est-ce que tu veux faire? Non, jamais. Elle m'a dit, bah, écoute, tu veux être champion comme Carl Lewis? Bah, tu crois que Carl Lewis, il s'est levé, il a dit maman, je veux être champion? Non, il a tout fait pour être champion. Donc à toi de te bouger, de faire tout ce que tu veux. Je serai là pour t'accompagner, mais c'est à toi de montrer que tu pourras un jour devenir un champion comme lui. Et là, elle voulait vous accompagner, mais elle est partie plus tôt que prévu puisqu'elle est décédée d'un cancer peu de temps après cet échange. Vous aviez 12 ans à l'époque, très jeune. Oui, c'est ça. C'est vrai que elle m'accompagne tout le temps parce que pour moi, ma réussite et tout ce que je fais aujourd'hui, c'est l'homme que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à elle et à l'héritage qu'elle a donné à ses sœurs pour me soutenir, pour m'élever. Mais c'est vrai que j'ai toujours une pensée pour elle lors des grands événements et quand je gagne et quand je monte sur des podiums, c'est vrai que je pense une grande pensée pour elle parce que je sais que c'est elle qui me pousse à me... C'est grâce à elle que vous courez plus vite. Exactement. Alors, pour réaliser votre rêve, des hommes vous ont successivement prêté leurs yeux. Des hommes comme Salah. Et je peux vous dire qu'il a une manière de vous regarder, Salah, qui exprime... Tu me regardes comment? Alors, je ne sais pas si vous prête ses yeux, mais en tout cas, là, il pose sur vous, avec ses yeux, un regard plein d'admiration. Je me trompe ou pas? Non, complètement. Il est aujourd'hui sur ses capacités physiques et ses capacités à rebondir après des échecs, parce que dans le sport, on vit des échecs. Et voilà, on peut être qu'admiratif. Et aujourd'hui, il est dans un monde de valides et il s'entraîne qu'avec des valides, alors que c'est le seul handisport et il répond présent physiquement, mentalement, tous les jours. Comment vous décririez le lien qui vous unit tous les deux? C'est difficile. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps ensemble. On passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles, presque. Quand on s'entraîne 2 fois par jour, quand on part en stage ensemble, en championnat bientôt, on passe beaucoup de temps ensemble. Qu'est-ce que vous triturez, là, dans la main? C'est notre lien, justement. C'est le lien qui nous unit pendant les courses. Comment vous le mettez? Le lien sacré. On le met dans l'autre main, mais comme ça. Ah ouais. On court comme ça, on est attaché par ce lien. Et vous en avez toujours plusieurs liens comme ça, ou c'est le seul et l'unique? On court qu'avec celui-ci, mais... Il vous porte bonheur? Oh, je sais pas, c'est le sien. Donc moi, il m'a dit, il m'a légué son lien. Il m'a dit, c'est pour toi. C'est notre bague de mariage. Parce qu'il est tout abîmé, ce lien. Ah ouais, vous avez vu? Il a divorcé avec ses autres guides et il m'a pris. Alors, pour mieux comprendre quel duo vous formez pendant vos entraînements, notre équipe a eu le privilège de vous rejoindre sur la piste pendant votre préparation au JO de Rio en 2016. 2 fois plus fort, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré et ça se passe à Paris. À l'INSEP, l'Institut national du sport et de la performance, un mardi matin. Comme tous les jours, Trésor s'entraîne avec son guide, Salah, sous les yeux de ses coéquipiers et de son entraîneur.
Trésor a perdu la vue quand il était enfant et dans le groupe, il est le seul à souffrir d'un handicap. À 10 ans, je rêvais d'être médaillé aux Jeux. J'ai eu l'argent, j'ai eu le bronze, j'ai été champion du monde, champion d'Europe. Il m'en manque une seule, c'est l'or. Je cours pour être un champion, pour montrer aussi aux gens que c'est parce qu'on a un handicap qu'on ne peut pas réussir, qu'on ne peut pas réaliser ses rêves. Depuis 2 ans, les deux hommes forment un binôme soudé. Pour Salah, ancien athlète de haut niveau, il a fallu repartir de zéro et s'adapter au rythme de Trésor. Il faut que je vise là, quoi. C'est perturbant de s'entraîner avec quelqu'un qui a un handicap dans un premier temps parce qu'on ne connaît forcément pas, on essaye de le guider de trop alors qu'il n'a pas forcément besoin. Je suis ses yeux mais je ne suis pas sa mère, quoi, en gros. Ça marche à deux, quoi. Si moi j'ai pas confiance en lui, je voudrais surjouer et si lui n'avait pas confiance en moi, il surjouerait aussi et ça ne nous aiderait pas ni l'un ni l'autre et sûrement pas la performance. Guillaume Tanon est l'un des plus célèbres entraîneurs d'athlétisme. C'est lui qui coach le Trésor depuis 2 ans. C'est un athlète qui fait partie intégrante de l'équipe de France en e-sport. Il est ici pour se préparer pour les grands rendez-vous internationaux. Le regard que je peux avoir sur Trésor, il est identique à celui des valides. Lorsqu'on voit Trésor franchir des haies alors qu'il est handicapé visuel, les autres sont obligés de suivre. Trésor est un exemple pour les autres. Ouzma est non-voyante elle aussi. Elle est la meilleure amie de Trésor depuis l'adolescence et elle a été le témoin privilégié de son évolution. T'imagines? Un quart de siècle, quoi. Que je te supporte. Que je te supporte. À son adolescence, je me souviens que c'était quelqu'un de assez foufou, qui s'éparpillait un peu partout. Il aimait déjà beaucoup l'athlétisme, sauf que je pense qu'en fait, il n'avait pas tellement conscience de ses capacités. Elle a connu la période où chercher un club, juste faire du sport et tous ces clubs me disaient ouais non, on n'a pas de structure assez confort pour pouvoir vous accueillir. Je vivais mal ces refus. Si je dois faire le bilan aujourd'hui, je peux que être fier de moi, sans aucune prétention, mais j'ai quand même réussi des choses. Il y a peut-être 20 ans, peut-être je me disais j'aimerais. Aujourd'hui, je peux me dire que je l'ai fait, donc c'est quand même quelque chose de formidable, je pense. Je lui souhaite plein de réussite, plein de bonheur, la qualification pour les Jeux, la médaille d'or, et de toute façon, je serai là pour le soutenir, être derrière lui. Trésor prendra sa retraite après les JO de Rio en 2016. Alors, depuis 5 mois, il prépare sa reconversion dans ce grand groupe d'assurance au sein duquel il va assister un chef de projet. C'est vraiment important parce que voilà, une carrière, ça s'arrête. Et après une carrière, il y a une vie derrière. Si on n'y pense pas maintenant, le jour J, je pense que c'est un peu trop tard. Et donc, si cette vie-là, on la prépare pas, je pense qu'on prend un grand risque. Lorsqu'il a fait son entrée dans l'entreprise, ses collègues de bureau ont d'abord été déstabilisés. Au départ, c'était une peur. Je ne savais pas comment j'allais adapter mon comportement, mon discours vis-à-vis de Trésor. Et puis très naturellement, on l'oublie, parce qu'il a cette faculté de nous faire oublier son handicap, parce qu'il est avenant, parce qu'il est souriant. Le regard que j'apporte sur l'avenir, on m'aurait posé la question il y a peut-être 5 mois, je vous aurais répondu, j'en sais rien. Mon avenir, je le vois un peu flou comme quand je regarde, comme quand je vois avec mes yeux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'avenir est quand même un peu plus clair et même beaucoup plus clair. C'est une amie fidèle. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi parce que c'est quelqu'un qui a toujours été là et je sais qu'elle sera toujours là pour moi, donc c'est une amie fidèle, c'est vrai. Alors, Salah, vous avez rencontré Trésor au début des années 2000. Alors déjà, il faut quoi pour aboutir à une fusion comme la vôtre? Il faut quelle qualité? Déjà, vous devez être un champion d'athlétisme, vous devez réaliser des performances supérieures aux siennes. J'ai été pendant quelques années athlète de haut niveau sur 400 mètres haies. Donc au fur et à mesure, l'âge arrivant, on devient moins bon, mais je tiens encore un peu la baraque par rapport à Trésor. Et quand j'ai décidé d'arrêter et de passer coach, Trésor est arrivé dans le groupe.
Et donc, il m'a poussé à pas arrêter l'entraînement. Donc, Oui, parce que sinon vous seriez coach, mais vous arrêteriez de courir. Ah, complètement. Surtout pour le guider tous les jours, faut avoir les reins solides. Il y a plein de guides qui s'y sont cassés les ischios, qui sont blessés parce qu'ils balancent. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon guide? Il faut de la patience, il faut réapprendre. Lui, il a réappris à se débrouiller tout seul sans ses yeux. Moi, il fallait que j'apprenne à courir à deux, en binôme. On est passé d'un sport complètement individuel qui est l'athlétisme à un sport d'équipe, ce que je ne connaissais pas forcément. Et là, on apprend à guider, on apprend à écouter, ce qui n'est pas évident. Et il doit y avoir des moments de bonheur commun, de fusion commune qui doivent être... Carrément, quand on réussit un chrono, on ne le réussit pas tout seul, on le réussit à deux. Donc ça suppose quoi? Une complicité, un humour Pour moi, il n'est pas aveugle, quoi. On travaille au jour le jour, je me moque autant de lui, voire plus de lui que des autres athlètes. Et lui, il est bon public déjà, donc c'est génial. Vous jouez au Shifumi? Ah, c'est ça, Shifumi. Personne ne jouait avec lui au Shifumi quand il était enfant. Donc nous, on fait des Shifumi pour ranger les plateaux à la cafétéria. Je peux voir, c'est quoi? Ça ressemble à quoi le Shifumi? Ça ressemble à... Il faut plusieurs personnes. Non, à deux, c'est bien. Non. Allez, à Shifumi. Mais ils vont te dire si je triche. Non, il triche. Attends. C'est pierre, feuille, ciseaux. Il triche? Ouais, il triche. En gros, on gagne toujours contre le Trésor. Peu importe ce qu'on fait, on gagne. Allez. 1, 2, 3. Bon, j'ai gagné. J'ai les feuilles. C'est ça, donc c'est facile de tricher. C'est ça, et quand on a besoin de ranger du matériel, c'est pour Trésor. Donc on joue à plusieurs, on est 5. Donc on se lègue contre lui. C'est drôle et voilà, c'est génial pour ça qu'on essaye de dédramatiser les entraînements parce que des fois c'est dur et on est mauvais. Et aussi de créer du lien. Vous êtes confidents l'un pour l'autre? Avant d'être... Vous devez vous remonter le moral quand ça ne va pas le matin, quand vous n'avez pas envie de vous entraîner, quand... Ah oui, et quand on a des problèmes avec nos copines, moi avec mes enfants, quand j'ai pas dormi ou quand je suis fatigué pour autre chose. Oui, on en parle, on est déjà très proches pendant les footings, on est obligé quand même de communiquer. Et il sent beaucoup les choses, donc si ça va pas, il va vite le sentir. Il n'a pas besoin de le voir. J'imagine que vous, étant coach, il y a une transmission de vous à lui, mais j'imagine que vous apprenez beaucoup de lui et il doit vous donner une leçon de vie en permanence. Une leçon de vie, oui, parce que sur sa persévérance, il se débrouille tout seul. Il arrive à l'entraînement tout seul. Il prend les transports en commun, il arrive tout seul à l'entraînement. Moi, je suis là que pendant les entraînements. Le reste du temps, il se débrouille comme un grand garçon. Sonia. Bonjour. Comme Trésor, vous étiez encore enfant lorsque vous avez été touchée par la maladie. Quels symptômes ont incité vos parents à vous emmener consulter lorsque vous aviez 9 ans? Alors, des symptômes très légers, mais néanmoins persistants, de gonflement des paupières, qui ont été pris originellement pour, comme j'ai un terrain allergique, pour des allergies. Mais ça demeurait, ça ne cédait pas, et donc mon médecin... un très bon médecin de famille, qui j'avais toute confiance justement, à mes parents aussi, nous a envoyé faire des analyses complémentaires qui ont révélé que c'était bien pire que des allergies. C'est-à-dire qu'on a décelé une insuffisance rénale? Voilà, enfin en tout cas, un problème sur les reins qui ont conduit immédiatement à mon hospitalisation et je suis restée à ce moment-là hospitalisée 1 mois, j'avais 9 ans. Pour être en dialyse? Non, parce que je n'étais pas en insuffisance rénale terminale, mes reins étaient affectés, mais ils fonctionnaient. Pour d'abord une biopsie, un prélèvement d'un rein, pour voir comment ça se passe à l'intérieur et qu'est-ce que c'est, cette maladie, parce que c'était ça la question. Qu'est-ce qui crée ce problème rénal? Et puis pour un traitement de choc ensuite, qui en fait n'a servi à rien, mais c'était le seul qu'on connaissait. Donc il se trouve que la biopsie a montré que c'était une maladie auto-immunitaire qui est une glomérulonéphrite membranoproliférante. Voilà, que l'on traite avec... C'est une maladie génétique? Non, pas du tout. C'est une maladie auto-immune. Donc on ne sait toujours pas aujourd'hui comment elle s'est déclenchée et pourquoi elle s'est déclenchée. Il y a eu beaucoup de présomptions, mais qui n'ont jamais été confirmées.
Et donc, c'est mes anticorps qui attaquent mes reins. Une maladie auto-immune, c'est ça. L'anticorps qui, normalement, nous protège contre les maladies, se met à attaquer un organe qui est le sien. Ouais. Vous avez fait médecine ou quoi? Non, mais je suis très souvent dans les hôpitaux depuis 9 ans. Enfin, mes 9 ans, donc beaucoup plus que 9 ans maintenant. Voilà, donc vous en parlez comme une spécialiste. Donc c'est un choc d'entendre ce diagnostic? Pas tellement pour moi. Moi, j'ai 9 ans. Moi, ce qui est un choc, c'est d'être enfermée dans un hôpital avec un traitement à la cortisone très fort, donc une série ensuite de prescriptions médicales qui vont avec, de régimes, etc. Et puis, oui, cette privation de liberté, en quelque sorte, et sans... Mais moi, je n'avais pas le sentiment. En revanche, un choc pour votre maman, Annick? Oui, un grand choc. C'est terrible du jour au lendemain de basculer de la vie dans la maladie, pour son enfant surtout, et du coup la vie bascule. Au départ, on ne comprend pas ce qui se passe et on est dans l'émotion évidemment et dans la peur. Quel était le pronostic? On vous disait quoi en fait? Il a été très brutal, il a été très rapide. On vous disait quoi? C'est une maladie qui pouvait se traiter? Non, on ne nous a jamais dit ça. Sonia a été hospitalisée pendant 1 mois à Robert Debré, donc un hôpital spécialisé pour enfants. Et dès la première biopsie, on nous a dit votre fille a les 2 reins endommagés. On ne fait pas de pronostic pour l'avenir, mais ça va être 50-50. On va mettre en place une corticothérapie très lourde, mais on ne peut pas vous assurer que le résultat sera positif. Donc là, quand on vous dit ça, vous avez l'impression de vous décomposer et en même temps de faire face. Voilà comment ça se passe. Et à la fin de la première corticothérapie extrêmement lourde, on nous dit, ben voilà, ça n'a servi à rien, en gros. Et votre fille va vers l'insuffisance rénale. Sous quel délai? Personne ne sait. Quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et puis vous vous retrouvez comme ça, à l'extérieur, avec un enfant malade. Toujours hospitalisée ou... Non, au bout d'1 mois, elle est sortie. Et on nous a dit, bah, écoutez, vous allez reprendre une vie normale. C'était l'été. Alors on est parti en vacances, à la montagne. Mais c'est très difficile. C'était ces vacances-là? C'était ces vacances-là. Sonia était très courageuse. Elle était bourrée de cortisone. Elle grimpait très très bien. C'était une vraie championne. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne s'est pas installé, ni elle, ni nous, dans la maladie et on a essayé de reprendre très très vite une vie la plus normale possible. Je crois que la chance est... grâce à vous, certainement. Je crois que la chance et le drame des maladies rénales, en fait, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de symptômes jusqu'au bout. C'est pour ça aussi que beaucoup de gens arrivent en phase terminale sans même s'en être rendu compte. Moi, il y avait eu ces symptômes avant, donc j'ai été suivie. Mais voilà, ça permet vraiment... Alors là, je le savais, j'ai été suivie, tant mieux pour moi, entre guillemets. Mais cette maladie est très silencieuse. Vous avez quand même pu suivre donc une scolarité normale, malgré Absolument. Et vous aviez 22 ans lorsque vous avez vraiment pris conscience que votre maladie pouvait avoir de sérieuses conséquences sur votre vie. Que vous a-t-on annoncé après un énième examen médical? On me dit, alors ça fait partie des relations que j'ai avec l'hôpital, de très grande confiance et en même temps de très grand énervement parfois. On me dit, écoutez, votre fonction rénale certes est stable, ce qui n'était pas en fait, tout à fait vrai, la dégradation était stable et régulière, mais bon. Mais là, si vous voulez avoir un enfant, il faudrait que ce soit dans les 6 mois. Moi, je suis en école prépa, je suis en philo à la fac, je vais commencer un stage. Je ne suis pas du tout dans une vie où je vais... Bien sûr, j'ai envie d'avoir un enfant plus tard, pas du tout à ce moment-là. Et j'en veux beaucoup. Donc je comprends effectivement que c'est... voilà, j'y suis en fait déjà, je me rapproche de l'échéance d'insuffisance rénale terminale et que les conséquences sont là. Et j'en veux beaucoup à l'hôpital de me le dire en fait si tard, de ne pas m'avoir prévenu davantage, de ne pas m'avoir donné la possibilité d'organiser ma vie en fait autour de cette envie d'enfant si elle avait été plus présente chez moi à ce moment-là. Voilà. Et c'est vrai que c'est un moment compliqué. Et puis juste après, je pars vivre en Chine et je récupère pour partir vivre en Chine mon dossier médical complet
que s'il m'arrive quelque chose, j'ai besoin d'avoir sous la main tout mon dossier. Et je comprends que oui, cette dégradation existe et qu'elle existe depuis des années et que ce qu'on appelle stabilité ne l'est pas réellement et que je m'approche vraiment de l'insuffisance rénale. Ce qui ne m'empêche pas de partir 3 ans en Chine. Ah oui, quand même. Vous deviez être quand même inquiète de la voir partir en Chine? Bien, non, pas réellement. En plus, on l'a toujours encouragée à mener une vie vivante, dynamique, et on est fiers d'elle parce qu'elle réussit dans ses études. Enfin, on n'a aucun souci avec Sonia. Et en même temps, je crois qu'elle sait qu'on est inconditionnel, qu'on est là si elle a besoin. Et l'hôpital aussi l'encourage à mener une vie tout à fait normale. Donc ça, c'est important. Ça, c'est très important. Très important. N'hésitez pas, vous, à réagir aux histoires de nos invités sur les réseaux sociaux avec le hashtag Toute une histoire. À tout de suite. Les mains moites, le palpitant. Elle était ma lumière, en fait. La première fois que je l'ai vue, je me suis tout de suite dit ça sera ma femme, en fait. Pour conquérir celui ou celle qui les faisait vibrer, ils ont dû se battre. Elle avait un petit copain. Moi, je l'emmenais moi dans ma voiture pour le voir, son petit copain. Quand c'était sa fête, elle avait un petit cadeau. La Saint-Valentin, un cadeau. Dès que je pouvais, elle avait un petit cadeau, quoi. Je pensais qu'elle allait craquer tout de suite, en fait. Ah oui. Et puis non. Et pourtant, ils se sont accrochés. Je lui ai dit, je me donne, prends ce que tu veux de moi. Il m'a dit, c'est pas comme ça que je te veux. Je pressentais que c'était lui. Mais leurs efforts ont-ils fini par payer? Je me suis lancé un jour, c'est un 6 octobre 1980. 35 ans plus tard, où en êtes-vous? Vous aussi, vous pouvez témoigner dans Toute une histoire. Après avoir vécu les pires épreuves, vous avez réussi à vous construire une vie hors du commun. On dit de vous que vous avez un destin incroyable. Parti de rien, vous avez atteint des sommets. À plusieurs moments de votre vie, vous avez été au plus mal, mais vous êtes toujours parvenu à rebondir. L'un de vos proches a une histoire étonnante ou un parcours qui force l'admiration, et vous voudriez lui rendre hommage sur notre plateau. Pour participer à notre émission, vous pouvez contacter notre équipe au 0820 16 30 15 ou sur notre site internet. Une carrière professionnelle bien remplie, mais sûrement le sentiment d'être passé à côté de quelque chose. Les joies de la maternité. Pendant des années, elles ont préféré ne pas avoir d'enfants. Ma priorité, c'était avant tout de réussir mes études. Donc je ne sortais pas beaucoup, j'étais constamment dans mes livres, dans mes examens. Pas de vacances, pas de week-end. Commencer tôt et finir très tard. Je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans. C'était ni le bon moment, ni la bonne personne, voilà. Et donc j'ai décidé d'avorter. Regrettez d'avoir pris cette décision? Oui, beaucoup. Tous les jours, j'y pense, tous les jours. Je me suis dit, j'ai le temps, mais il est peut-être un peu trop tard. Mais malgré les regrets, comment faire pour envisager la vie autrement? Si je rencontre une personne et qui me dit j'ai des petits-enfants, des enfants, là oui, je me dis je vais pouvoir combler un manque qui existe toujours. Pour moi, il était temps que j'arrête. J'ai dit je vais changer d'air et peut-être que là, je vais trouver le prince charmant qui va bien vouloir de moi. Là, vous allez recevoir une tonne de courriers parce que vous êtes très touchante. Vous pensez? Ouais. Faut qu'il aime les chevaux ou pas? Faut qu'il aime les chevaux. Forcément. Pour un autre numéro de Toute une histoire, vous vous apprêtez à vivre un moment clé de votre vie et vous avez besoin de conseils pour mieux vivre cette étape. Vous avez la sensation d'être dans une impasse et vous voudriez consulter nos experts pour pouvoir régler vos problèmes et avancer dans votre vie. Votre couple est en danger et vous ne savez plus quoi faire pour débloquer la situation. Vous êtes en froid avec l'un de vos proches et vous aimeriez lui lancer un appel depuis notre plateau afin de vous réconcilier. Vous venez de découvrir un secret de famille et vous ne savez pas comment réagir. Si vous vous sentez concerné, contactez la rédaction par téléphone au 0820 16 30 15 ou par le biais de notre site internet. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Comme Marcel, nos invités sont venus nous présenter celui ou celle qu'ils considèrent comme leur ange gardien. Gilles, vous êtes en couple avec Marcel depuis près de 3 ans et vous vous êtes mariés il y a 4 mois. Comment a-t-il fait sa demande?
D'une façon très originale. Je n'en doute pas. Il fêtait ses 60 ans le 13 février et donc avait décidé de faire venir de nombreux amis de toute la France. Et un soir, au lit, il m'a dit « mais j'y pense. Étant donné que je fais venir plein de monde le 13, on pourrait faire d'une pierre deux coups, étant donné que tout le monde est dans la région, pour se marier le lendemain. Qu'en penses-tu » Voilà. Je l'ai regardé, j'ai dit « d'accord, ok, juste un instant. C'est une demande officielle. » Il m'a dit « non, mais qu'est-ce que t'en penses ?» Voilà, donc j'ai dit « mais attends, j'imaginais pas ça comme ça. Moi, je pensais à une montgolfière, avec des mots dans le ciel, etc., des pétales de rose. Mais non, voilà. Donc je me suis contentée de ça et on a beaucoup rigolé. Vous avez quand même magnifique. Dit oui, manifestement. J'ai dit oui tout de suite, bien sûr. J'ai fondu en larmes et qu'importe la demande, c'est... Pourvu qu'on ait l'ivresse. Et vous l'avez eu le lendemain, l'ivresse? On s'est mariés quelques mois plus tard. Alors, cette vie de couple, elle ressemble à quoi? À une vie de couple ordinaire. Trépidante. Trépidante? Mais on vit comme n'importe quel couple. On a une vie de couple très simple. Mais bien sûr, il y a le handicap. Ouais. Donc il y a des accompagnants qui sont en permanence avec vous? Ça a été très difficile pour moi au début parce que Marcel a besoin d'un accompagnement 24 heures sur 24. Donc on vit chez nous avec l'un de ses accompagnants en permanence. Au quotidien, on vit à 3. Et ça a été assez dur pour moi au début de rentrer dans un schéma de vie comme celui-là, avec le handicap, les soins. Comment vous envisagez l'avenir? Vous avez des projets? On a un projet d'enfant. Et donc, au début de l'été, si tout se passe bien, nous ferons je ferai un premier test de grossesse parce qu'on passe par une fécondation in vitro. Et comment ça se passe au niveau de la maladie? Il y a un risque de transmettre le gène? Oui, c'est-à-dire que bon, là, l'enfant qui naîtra sera porteur sain. Comme mes enfants sont porteurs sains. Parce que Jill n'est pas porteuse. Si j'avais été également porteuse saine, il y aurait eu plus de risques, effectivement. Mais je ne suis porteuse de rien, en tout cas. Donc, il y a un diagnostic pré-implantatoire? On est dans les démarches, en tout cas, pour ce projet de fécondation in vitro depuis fin 2013. Donc là, on est vraiment dans la dernière ligne droite, enfin. Mais effectivement, on a préféré faire des tests génétiques. J'ai été adoptée, donc je ne connais pas du tout mes antécédents. Donc j'ai fait des tests génétiques pour savoir si je suis porteuse d'un gène ou d'un autre. Il se trouve que non. Marcel? Cela dit, moi je tiens à dire que je ne suis pas malade. C'est-à-dire que j'ai un handicap. Je ne suis pas handicapé. Pour moi, mon handicap, il fait partie de moi, c'est ma vie. C'est ma spécificité. Qu'on ne la comprenne pas ou qu'on n'arrive pas à comprendre que dans cet état-là, on puisse être heureux, qu'on puisse trouver du sens à la vie. Ça montre le regard étriqué qu'on a aujourd'hui sur l'existence, sur le bonheur. Et puis, moi, ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que ce qui est important, c'est la qualité. C'est pas la quantité. Je vis avec la mort tous les jours. Et je suis encore vivant. Donc, personne ne peut prédire l'avenir. Et peu importe qu'on vive 10 ans, 100 ans, l'important c'est ce qu'on a vécu. La vie, c'est ce qu'on en fait. C'est pas ce que les autres en font. C'est un joli message. J'imagine que, Trésor, vous êtes d'accord? La vie, c'est ce que l'on en fait. On peut dire parce que c'est vrai que c'est ce qu'il dit, c'est ça, c'est la vérité. C'est
Moi, souvent, je prends l'exemple de ma vie, je la mets un peu sur la piste. Et je me dis, en fait, l'handicap, c'est quoi, en fait? C'est pour moi, comme il vient de dire, on n'est pas handicapé. Moi, je dis toujours, j'ai une difficulté. J'ai une difficulté. Je ne suis pas handicapé, j'ai une difficulté. Donc, c'est une problématique. Et cette problématique-là, souvent, nous, ça va, toi, t'es coach, tu vas me dire si je me trompe, mais la problématique, nous, dans le sport, notamment en athlétisme, on la solutionne par quoi? Par la technique. Et je me dis, en fait, ce qu'on appelle l'handicap, c'est juste une problématique, c'est une difficulté. Et cette difficulté-là, pour l'effacer, il faut trouver une technique, quelque chose pour faire que cette problématique, cette difficulté, elle s'efface. Et souvent, les gens ils disent, mais toi, on dirait pas que t'es handicapé. Je dis, non, on dirait que je suis moi-même. Ouais. Parce que j'arrive à effacer par différentes techniques, par différents moyens, cette chose qu'on appelle le handicap, cette difficulté que moi j'appelle problématique. C'est juste ça, et c'est vrai qu'il a raison. La vie, on en fait ce qu'on veut. Si on veut la rendre dramatique et rester là à subir, on va la subir. Mais si on décide d'être acteur de sa vie, là on devient acteur et on fait ce qu'on veut de sa vie. Moi, j'adore cette formule. Être acteur de sa vie. Est-ce qu'il vous arrive, dans votre rapport tous les deux, là, vous restez l'élève, vous restez celui qui accepte de se faire coacher, Trésor, ou parfois vous vous imposez? Non, après, il y a quand même des choses que lui, en tant que coach adjoint, peut m'apporter. Après, moi, dans le guidage, j'ai une connaissance... Coach adjoint? Oui, parce qu'on est deux coachs. Il y a un coach principal qui est Guy Antalon. Chef et un coach adjoint. C'est ça, et adjoint. Et moi, je suis coach adjoint, athlète, guide, pote, ce que vous voulez. Mais, Ça vous arrive de vous disputer? Ah, carrément. Sur quoi? Heureusement, sur le Shifumi, ce qu'il a menti. Non, pas que sur le Shifumi, mais on est super exigeant avec nous-mêmes. On est sur de la grosse performance. En tout cas, le but du jeu, c'est d'aller au jeu, de faire une finale, de faire une médaille. Pourquoi vous disputez? Sur le fait qu'il y en a un des deux qui traîne la patte ou un peu feignasse, comme je disais tout à l'heure, c'est un sport individuel. Donc, quand on fait un mauvais chrono, ça peut être que de sa faute. Mais là, quand on est deux... On peut, et ça nous arrive de dire, toi, t'as pas fait ça, moi, je le sens pas comme ça, et on se fâche, oui, lui, il se fâche, moi, je me fâche. Heureusement qu'on se fâche. Et on triche pas, oui, on triche pas. On n'essaye pas de dire, c'est pas grave, non, c'est grave, on a été nuls, donc c'est de sa faute souvent. Et après, non, ça dure 2 minutes, on a un autre guide, il y a un deuxième guide sur 100 mètres parce qu'il a besoin d'être guidé par plusieurs personnes parce qu'il envoie du lourd. Et il y a toujours un œil extérieur. Il vous fatigue, en fait? Ah, mais il me fatigue, pas que dans la course. Mais non, mais on a notre guide, on a notre coach qui va nous dire, non, là, c'est de ta faute à toi et c'est pas de la faute, c'est pas de sa faute à lui ou le contraire. Mais on se dispute, mais ça dure, c'est sain, quoi, ça dure 2 minutes. Après, on se fait un câlin et c'est reparti, on fait notre footing et voilà. Vous teniez à remercier en plus de Salah quelqu'un d'autre qui compte beaucoup pour vous? Oui, j'ai envie de remercier, une et même 2 personnes. C'est vrai que c'est d'abord ma maman qui est en haut, qui me regarde, qui me fait avancer. Et aujourd'hui, comme je dis toujours, j'ai 2 mères. Sa petite sœur, maman Karine, qui a tout fait pour moi et qui continue le travail, qui continue le boulot parce qu'il y a encore du travail. Et c'est vrai que grâce à mes 2 mamans, aujourd'hui, je deviens un homme presque accompli et comme je dis, dans quelques mois, en plus papa. Donc, dans quelques mois, non, dans quelques jours, quelques semaines, papa. Donc. C'est quand? C'est prévu pour quand? C'est prévu pour quand? C'est prévu pour le 19 juillet. Donc, c'est un petit garçon ou une petite fille? Un petit garçon. Un petit champion, j'espère. C'est sûr. Bravo en tout cas pour ce parcours. Sonia, vous aussi, vous êtes venue sur notre plateau pour rendre hommage à votre mère et pour cause. À l'âge de 26 ans, les médecins vous ont annoncé que vos reins étaient en phase terminale. Et oui, et là, c'est très difficile. Hein. C'est très difficile. C'est-à-dire, ils vous ont dit... Ils me disent, là, ta fonction rénale est dégradée et il faut qu'on commence à réfléchir ensemble à mettre en place un traitement suppléant dans les 6 mois à 1 an maximum. Qu'est-ce que ça veut dire, un traitement suppléant? Ça veut dire que mes reins vont arrêter de fonctionner. Ça veut dire que j'ai de la chance parmi toutes les insuffisances d'organes, parce que c'est des reins et qu'on sait
bien sûr faire des greffes, dont on parlera, mais on sait aussi faire des dialyses, et différents types de dialyses, et qui s'adaptent de plus en plus au mode de vie des gens, à ce qui leur convient le mieux. Donc on discute de ça. À ce moment-là, on a de très bonnes relations humaines avec mon médecin, justement, principal, qui sait que je rentre de Chine, qui sait que je pars en Pologne, qui sait que j'aime bouger et que j'ai besoin de liberté, et il me propose ce qu'on fait de mieux en matière de dialyse pour garder la liberté. Mais pour moi, là, c'est la fin de ma vie. Là, j'ai la sensation que c'est fini. Que, j'ai eu la chance d'en profiter pendant presque 30 ans, que la vie va continuer, bien sûr, mais complètement différente, pas du tout celle que j'ai choisie. Alors, Annick, dans ces cas-là, quelle réaction à la maman? Sonia m'appelle parce qu'on n'est pas ensemble à ce moment-là et je savais que ça arriverait un jour, donc je m'y attendais. Et moi, dans ce cas-là, je rentre à Paris. Et vous y aviez déjà réfléchi? Vous saviez ce que vous propose... Oui, j'étais très déterminée. Ouais. Je savais qu'un jour, ce moment-là arriverait. Et je savais que je me proposerais de donner un rein. Donc à ce moment-là, je décide de rentrer à Paris parce qu'on est en vacances en province. Et je vois le néphrologue de Sonia, qui suit Sonia, mais je le vois seul. Et lui m'explique que ce serait très bien si j'étais donneur, ce que je suis. Mais je ne sais pas du tout comment se passe la greffe. J'ai 60 ans à l'époque. Moi, je pensais que j'étais peut-être trop âgée, mais bon, pas du tout. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne santé toute ma vie. Et il m'explique comment les choses peuvent se passer pour Sonia. Et moi, je donne mon accord. Et il me dit, à partir de là, je vais prendre rendez-vous avec le service de transplantation de l'hôpital Necker où Sonia est suivie. Et quelques mois après, en décembre de 2006, on rencontre le service de transplantation. À ce moment-là, on est 3 donneurs potentiels. Il y a le père de Sonia, son compagnon et moi-même. Et puis... les 3 étaient d'accord? Les 3 étaient d'accord. On va tous les 4 à la consultation, mais l'hôpital fait un choix. Je suis choisie parce que c'est une démarche qui est très lourde à tout point de vue, sur le plan médical, sur le plan financier, parce qu'il faut aussi le dire, c'est l'hôpital qui prend en charge une greffe. Donc voilà, on ne fait pas divers examens à diverses personnes en même temps. Et puis à partir de janvier 2007, je rentre dans le processus de donneur potentiel de greffe. Ça dure à peu près 6 mois. C'est un parcours long, éprouvant, émotionnellement, parce qu'à chaque étape, j'ai peur qu'on me dise « vous ne pouvez pas aller plus loin ». Mais ce n'est pas ce qui se passe. Un jour de mai, on m'appelle et on me dit « c'est bon, la greffe est prévue pour dans 8 jours ». Et là, je trouve que c'est presque trop, l'émotion, c'est brutal, et je demande un peu de temps. Le temps, moi, d'intégrer, le temps de prévenir Sonia, qui vit en Pologne, et finalement, la date est arrêtée pour juin. Voilà. Mais... Et qu'est-ce qui se passe le jour de l'opération? Vous étiez dans quel état d'esprit? En juin 2007? En juin 2007, moi, je suis toujours aussi déterminée. C'est un moment de très très grande émotion pour nous deux, le soir de la greffe, quand on se retrouve toutes les deux, quand tout notre entourage est parti. Et puis le lendemain matin, c'est les 5 heures du matin, Sonia se lève pour m'accompagner, pour être là. Moi, je sais que j'ai pas peur pour moi, mais j'ai peur et je me dis, et si on ne se revoit pas? Voilà. Mais je pars confiante, en tout cas. Et quelques heures après, j'entends Sonia qui m'appelle, on est dans la salle de réveil, on est vivante, on est toutes les deux, et pour elle, tout va bien. L'impression d'un deuxième accouchement? C'est ça. On est beaucoup plus conscients, c'est pas du tout la même aventure. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette aventure commune? La première chose que je dirais, c'est que si c'était à refaire, je recommence immédiatement demain matin. Je pense que c'est un moment important dans la vie de se dire j'ai la capacité de donner une deuxième fois la vie,
de permettre à Sonia de continuer cette vie indépendante, autonome qu'elle aime tant. Et puis de réaliser, je crois, ce qui lui est arrivé de plus beau, c'est d'avoir un petit garçon il y a 3 ans. Et lui, je suis un peu émue, pardonnez-moi, lui c'est le plus beau cadeau. C'est vraiment un beau cadeau de la vie. Voilà. Enfin voilà. Elle l'attend. Presque. Elle va. Moi, ce que je peux dire, c'est que lorsque Sonia est enceinte, elle est magnifique, elle est épanouie. Et quand je vois son petit garçon aujourd'hui, elle lui a donné une force de vie qui est absolument hors du commun et extraordinaire. Est-ce que ça a changé la nature de votre rapport, cette greffe? Oui, je crois que la greffe, elle a changé la nature. Bon, pendant la maladie, on l'a dit, on était là, mais je crois que j'étais toujours un peu une mère anxieuse, qui avait peur, même si je ne le disais pas toujours. Aujourd'hui, et le don m'a fait énormément réfléchir, c'est que c'est quelque chose de totalement gratuit. Il faut que Sonia ne m'est redevable de rien. Et je m'efforce au quotidien d'avoir cette ligne de conduite. Et je suis très attentive à ne pas être la mère fusionnelle, ne pas être la mère, comment dire, surprotectrice. J'essaie en tout cas, et je crois que le don, c'est vraiment un amour inconditionnel, j'ai envie de dire ça. Est-ce que vous diriez que vous avez reçu, vous aussi? Ah oui, je pense que ce qui n'était pas acquis, on n'en a pas parlé, mais c'était pendant le parcours avant la greffe. Moi, j'étais donneur, mais est-ce que Sonia avait envie de recevoir ce rein? C'était pas évident non plus. Je pense que c'est une aventure à 2 qui doit être partagée. Et je crois que la réussite de la greffe aussi, c'est le résultat de ce qu'on y a mis toutes les 2 dans notre désir de continuer à vivre, mais de façon peut-être beaucoup plus autonome qu'avant. En tout cas, c'est un très beau témoignage d'amour entre une mère et sa fille, très, très, très émouvant. Que vous inspirent ces parcours de ces 3 duos? Je crois que c'est l'espoir, l'amour, à travers la persévérance, la confiance. Vous nous avez peut-être transmis une des leçons les plus importantes de la vie, c'est que de toute situation qui semble définitivement négative ou très compliquée, il sort du beau, il sort du bon. Alors oui, c'est lourd, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais c'est possible et bravo à vous. Merci à tous d'avoir partagé cet après-midi avec nous. Trésor, toute l'équipe vous souhaite bonne chance pour les JO qui auront lieu à Rio en 2016. Quant à vous, Marcel et Gilles, nous espérons vous revoir très bientôt dans l'Histoire continue avec, je l'espère, une belle nouvelle à nous annoncer. Merci à vous tous pour votre fidélité. Merci à Aurélie. N'oubliez pas notre rubrique dans version féminale chaque fin de semaine et on se retrouve dans quelques minutes pour prendre des nouvelles de Michel qui s'était retrouvé au corps d'une enquête criminelle et d'Isabelle qui faisait face à la disparition de son enfant lorsque nous l'avions rencontré en février 2013. A tout de suite. Les 2 invités que nous retrouverons dans l'Histoire continue ont vécu un drame qui les a marqués à jamais. Elle est décédée 3 jours après l'accident. Je suis sans nouvelles de ma sœur Nathalie. Lorsqu'ils ont su que mon état était mieux, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de me le dire. Est-ce que vous avez pensé à un seul instant qui pouvait être à l'origine de la disparition de votre sœur? Absolument pas. Aujourd'hui, Michel et Isabelle ont réussi à ouvrir une nouvelle page de leur vie. Ils nous feront découvrir leur tout nouvel univers dans quelques minutes.
stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think you're true. Here I go again.